Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Aline et on va parler de prospection. Salut Aline. Bonjour Marion, merci de Merci. m'avoir proposé cet échange. Bah, avec grand plaisir. Alors moi j'ai vu plusieurs fois que tu postais sur LinkedIn ou que tu commentais pour évoquer le fait que tu faisais de la prospection. J'ai été très curieuse, je me suis dit que ton témoignage pourrait aider plein de freelances qui ont peur de la prospection. Donc je t'ai contacté et tu as gentiment accepté de partager ton expérience. Donc déjà un grand merci de prendre du temps pour ça. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ton activité? Oui, donc moi je suis rédactrice freelance depuis 1 an et demi et vraiment à plein temps depuis 1 an. J'écris des articles de blog, des tribunes, des interviews sur des sujets tech, cybersécurité et sensibilisation à la cybersécurité. Donc des thématiques pour lesquelles il y a un gros besoin actuellement. Ok, donc c'est bien spécialisé, ça, c'est très précis. Oui, et puis de manière un peu plus épisodique aussi sur des sujets RH et formation. Voilà. D'accord, ouais, ça permet de varier un peu. C'est quoi l'idée de départ qui t'a donné envie de devenir freelance? En fait, j'étais depuis 10 ans avec le même employeur et il y a plusieurs raisons. Déjà, je voulais avoir plus de choix dans ma vie professionnelle et notamment pouvoir choisir mes missions. À la différence de quand t'es pas à ton compte, les projets, entre guillemets, ils te tombent dessus et si ça relève de ton poste, t'as pas trop de possibilités de les refuser ou de les infléchir, etc. Donc parfois, tu te retrouves à devoir porter certains projets qui t'intéressent pas ou avec lesquels t'es pas d'accord, ce qui est encore pire, je dirais, et où tu peux pas forcément dire non. On te demande pas Euh, vraiment ton avis, hein. comment? On te demande pas ton avis, puis finalement tu te poses pas tellement de questions. En fait, j'y repensais tout à l'heure. En fait, il y a deux extrêmes. Soit c'est comme ça, le truc est ficelé et tu peux pas le refuser. Soit c'est l'extrême inverse. C'est il y a ce projet-là à mener, mais en revanche, on sait pas du tout, donc débrouille-toi et prends toutes les décisions seul. Donc voilà, ce mode me convenait plus. Et puis petit à petit, en passant plus de temps sur LinkedIn, j'évoluais dans sur LinkedIn où il y avait plus, où je découvrais des indépendants. Je me suis dit qu'effectivement, l'idée d'avoir quelque chose à moi, une structure qui m'appartiendrait, où je pourrais vraiment construire une vie professionnelle par moi-même avec des projets qui me ressembleraient plus, c'était une idée assez stimulante. Et puis aussi être dans une... Là, c'est pour faire écho à un de tes posts où tu as parlé un peu de toutes les raisons qui peuvent pousser à devenir indépendant. Quand tu disais, voilà, par exemple, je m'implique, mais j'ai jamais la promotion à laquelle je pourrais prétendre, ou des choses comme ça. Et moi, ça a fait beaucoup écho en moi, ça, c'est-à-dire d'être dans une structure où finalement, tu t'impliques pour toi, les efforts, les résultats, c'est toi qui en récolte les fruits, et ça, c'est hyper valorisant, quoi. Il n'y a plus le décalage d'être dans une structure où tu t'impliques et finalement, Y a pas de ça retour. change pas grand-chose, impliqué ou pas. Ça, c'est assez démobilisant, en fait. Ouais. Et puis, d'autre part, j'avais pas forcément de marge de progression parce que j'avais pas forcément envie de manager dans une équipe. Donc, dans un modèle où c'est beaucoup, prends des responsabilités, puis un jour, tu seras manager, tu gagneras plus, tu monteras dans les hiérarchies. Tout ça ne m'attirait pas du tout dans ce mode de provocation que moi je qualifie plutôt de vertical, où on monte les échelons petit à petit, je voyais bien que c'était pas ce à quoi j'aspirais. Donc voilà pour les principales raisons. Et après, il y a des raisons, je dirais, un peu plus matérielles, ou l'idée de pouvoir choisir mon lieu de travail, mes horaires de travail, et éventuellement aussi c'est fixer des tarifs, et des choses plus matérielles, mais qui forcément jouent aussi dans la balance, même si c'est pas les raisons principales qui m'ont poussée à devenir indépendante. Donc ça fait beaucoup de raisons. Petit à petit, je coche des cases, même si tout n'est pas parfait aujourd'hui. Je dirais que chaque jour, je travaille à ce que ce soit un peu plus conforme à mes attentes, en tout cas. Je comprends. Et donc, il y avait plein de choses qui te motivaient. Est-ce que, par contre, l'idée de te dire, je vais devoir moi-même gagner mon argent et trouver des clients, c'est quelque chose qui te faisait peur? Non, mais parce que j'en avais pas forcément bien conscience. Je pense que j'étais un peu à côté de la réalité sur ce plan-là. Ça me faisait pas peur parce que j'étais pas réaliste. Je pensais que ce serait un effort à fournir, mais seulement au début de l'activité.
Et c'est-à-dire que je me disais, bah ouais, je vais trouver des clients solides avec des projets solides de long terme et puis tout se passera bien. Et puis au bout de quelques mois, la prospection, il n'y aura plus besoin. Ça va être un effort au début, donc je vais m'impliquer au début et puis après, ça ira mieux. Et en fait, bah, la réalité m'a montré que quelque part, les projets peuvent s'arrêter, pas parce que ça se passe mal, mais parce que bah, on travaille avec des entreprises qui ont une vie, on travaille avec des contacts en entreprise qui peuvent changer de poste, changer de priorité, changer de projet, plein de choses qui font que finalement, c'est jamais Il n'y a rien les d'acquis. projets, même si moi, voilà, je peux m'imaginer sur de la rédaction, ça peut être des prestations récurrentes, mais en fait, bah, les priorités en entreprise changent, donc la réalité m'a montré qu'il fallait quand même continuer à prospecter. Donc aujourd'hui, ça me fait plus peur, mais ça reste quand même un sujet de préoccupation dont je me défais pas parce que déjà, ben, j'y ai pris goût et puis aussi, je trouve que c'est un excellent moyen de toujours avoir des choses nouvelles qui viennent te réinjecter du nouveau dans ton quotidien. Et puis, euh, et puis j'ai toujours ce goût de me dire, bah, je vais aller choisir des projets qui me plaisent et des entreprises qui me plaisent. Donc j'ai plus peur, mais ça reste, oui, une préoccupation dans mon quotidien, de devoir prospecter de manière régulière et en même temps, c'est quelque chose qui me déplaît pas. Voilà. Ok, ouais, c'est bien de voir que ça peut être quelque chose auquel on prend goût. Et donc là, on parle de prospection, du début et de comment ça se passe après quand l'activité s'installe. Ton tout premier client, par quel biais tu l'as trouvé? Ouais. Et ben, mon tout premier client, c'était sur une plateforme de rédaction, très mal payé, mais parce qu'à la base, quand j'ai commencé à travailler en freelance, je voulais deux choses. Je voulais mettre un peu de beurre dans les épinards. Donc, à la rigueur, la rémunération, elle était secondaire, mais je voulais aussi me faire plaisir, écrire sur des nouveaux sujets. Enfin, donc, j'avais pas de pression financière. Et avec ce client, il était content. Donc, on s'est dit, tiens, on va passer hors plateforme. Et puis, d'ailleurs, j'ai eu plusieurs clients comme ça via cette plateforme de rédaction. Euh, donc, on a pu travailler hors plateforme et avec des tarifs un peu plus intéressants. Et puis aussi, rapidement, mes premiers clients, j'en ai eu qui m'ont contacté via LinkedIn, même si je postais pas beaucoup. Apparemment, mon profil remontait. C'est bien utile. Euh, donc, je me suis dit, c'est bien, ce premier client, il est content. Donc, bah, ça veut dire qu'il y a un besoin, que ta manière de travailler plaît et répond aux besoins. Donc, j'ai commencé à utiliser LinkedIn pour aller contacter. À l'époque, mon modèle, c'était plutôt me dire, je vais contacter des agences de communication ou de relations presse qui ont besoin d'écrire pour leurs clients. Et donc, je suis allée démarcher des directeurs d'agence sur LinkedIn où j'étais plus sûre de trouver la bonne personne plutôt que d'utiliser un formulaire de contact générique sur un site où tu n'es pas sûr que ça arrive bien, tu vois. Et donc, là, j'ai commencé à aller chercher des personnes dans des secteurs qui me plaisaient et qui sont toujours les secteurs sur lesquels je travaille actuellement, quoi. Voilà, c'est D'accord. comme ça que j'ai eu mes premières vraies missions, Du coup, plateforme, en ça allant fait partie prospecter. des clients avec des tarifs pas forcément très intéressants, Mhm. peut-être pas sur tes sujets de prédilection. Et Voilà. la décision de faire de la prospection directe, justement, c'était pour aller pour chercher des clients avec plus de budget sur des sujets qui t'intéressaient davantage. Oui, et c'était aussi parce que j'avais envie d'accélérer. Au départ, j'ai commencé à être freelance en complément de revenus, comme je te disais. Et puis après, comme ça me plaisait bien quand même, cette idée, je suis passée à temps partiel. Et puis, je me suis dit, bah, ça marche, allons-y à 100%, quoi. Et du coup, autant moi, je peux mettre du temps à me décider, mais quand ma décision est prise, j'ai envie d'agir. Et donc, l'un des moyens d'agir pour accélérer mon passage en freelance à 100%, eh ben, c'était d'aller chercher les clients et donc de prospecter. Donc, la prospection m'a permis d'accélérer. Et puis aussi, à l'époque, tu vois, c'était il y a un an et demi, un peu plus d'un an et demi, tout le monde disait, allez, la création de contenu, il faut y aller à fond, c'est génial, les résultats, etc., etc. Mais les gens disaient aussi, c'est génial, mais ça peut prendre du temps, ça peut prendre plusieurs mois, etc.
Et j'avais pas envie d'attendre. Euh, J'avais envie d'aller vite et d'avoir des résultats plus rapides. Et comme j'ai commencé à avoir des premiers clients satisfaits, ben, je me suis dit, le besoin, il est là, je peux y répondre, donc il n'y a pas de raison, quoi. Ça m'a permis de prendre confiance en moi aussi et de plus être forcément dans un modèle où j'allais contacter des structures, des agences de com ou de relations presse, mais d'aller contacter des clients en direct, quoi. Et puis aussi par rapport à la création de contenu, j'avais pas forcément envie de prendre la parole sur les réseaux sociaux, ce à quoi maintenant je suis peut-être plus disposée. Ok. Voilà. Et c'est marrant parce que là, tu parles beaucoup de création de contenu qui serait plutôt quelque chose qui porte ses fruits sur la durée. Et bon, on en parlait avant de lancer l'enregistrement. Il y a beaucoup de posts en ce moment sur LinkedIn notamment de freelance, d'indépendants qui se vantent d'avoir absolument pas besoin de prospecter, justement grâce au contenu ou aux plateformes. Est-ce que pour toi, c'est un objectif d'en arriver là et de plus avoir à faire de la prospection? Même si depuis j'ai commencé à poster sur LinkedIn, j'ai pas forcément envie. Mon objectif, c'est pas d'arrêter la prospection parce que je reste persuadée que ça reste un excellent moyen d'aller chercher des entreprises avec qui on a envie de travailler et qui ont un vrai besoin au moment où on va les contacter. Donc non, mon objectif, c'est pas d'arrêter la prospection un jour, mais mon objectif, c'est quand même de diversifier les canaux. Donc oui, j'ai commencé à poster sur LinkedIn et ça me plaît. Pour le moment, je peux pas dire que j'en vois les résultats, parce que j'ai toujours eu quelques demandes, enfin des demandes sur LinkedIn spontanées, même quand je postais pas. Donc je peux pas dire qu'aujourd'hui je vois une grosse différence. J'ai plus de vues sur mon profil, c'est sûr, et plus de quelques demandes, oui. Mais en même temps, c'est récent, donc c'est normal. Et donc, ouais, moi, j'ai un peu du mal, enfin, pas du mal, mais quand j'entends, ouais, j'ai jamais prospecté, etc., comme si la prospection, c'était un peu honteux. Alors que pour moi, pas du tout, c'est quelque chose d'hyper valorisant. Moi, je peux dire que, enfin, c'est pas ma fierté dans la vie, mais en tout cas, je le cache pas. La preuve, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux et ça t'a intéressé toi, et je sais que ça a intéressé d'autres freelances qui me demandent, mais comment tu fais, c'est quoi ta méthode, etc. Donc, la preuve, j'en ai pas honte puisque je l'ai dit en public. Oui, puis on est Donc, là aujourd'hui pour en parler. voilà, et puis en même temps sur LinkedIn, on est sur un réseau. Donc le réseau, c'est fait pour réseauter, parler, aller proposer ses services bah, de manière subtile, bien sûr, mais ouais, j'ai jamais eu. Moi, ça me dérange pas d'être prospectée parce que parfois j'ai des besoins pour lesquels je trouve pas de solution alors que il y en a qui existent. Et là, enfin, ouais, parfois sur LinkedIn, je suis prospectée pour des outils. Et bien parfois, j'y vais parce que ça répond bien à mon besoin. Donc, dans ces cas-là, franchement, je suis contente d'être prospectée, quoi. Donc, j'ai pas de souci. Après, ouais, quand c'est des messages automatisés à 2 balles, écrits moitié en français, ouais, ça, c'est naze. Et la Mais si c'est... prospection, c'est pas que du spam, quoi. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Et là, aujourd'hui, ça a l'air de te plaire, mais peut-être qu'au départ, c'était pas aussi évident. Est-ce que tu as trouvé ça dur quand tu as commencé? Est-ce que c'était difficile? Non, parce que quelque part, quand tu es un professionnel de l'écrit, c'est facile d'aller contacter les gens en message Ouais. privé ou par mail, etc. C'est quelque part pour les gens qui n'ont pas envie d'aller dans des salons ou je ne sais où, c'est relativement facile d'être devant un ordinateur. Ça facilite beaucoup, je trouve, la prospection. T'es un peu en sécurité derrière ton écran. Bah ouais, c'est ça. Donc non, difficile non. Après, la plus grande difficulté, c'était l'incertitude de la réponse. Parce qu'on se mouille, même si après avoir fait ma petite enquête, je vais sur le site de l'entreprise, je vois qu'il y a un blog d'entreprise qui pourrait gagner, être davantage fourni, etc. Je me dis, ah tiens, il y a un besoin. Je sais jamais finalement si la personne que je contacte, elle est dans une dynamique où elle est prête à externaliser ou pas, ou la création de contenu est sa priorité ou pas. Il y a quand même des éléments que je vois, mais il y en a plein d'autres que j'ai pas. Oui, Donc, c'est sûr. la plus grosse difficulté, c'est l'incertitude de la réponse que je vais avoir. Mais comme plusieurs fois, j'ai eu des réponses positives où les gens me disaient, bah oui, j'ai pas le temps, ça fait partie de mes priorités, mais là, je suis sous l'eau, plein d'autres trucs. Effectivement, ça me ferait du bien de pouvoir externaliser un peu. Ben, j'ai continué à avoir cette approche-là.
encourager. Et quand je te dis difficile, c'est ben, le fait d'oser, de plus avoir peur de se prendre un mur ou pas de réponse. Puis il y a aussi bah, la méthode. Les gens souvent se disent mais j'écris quoi? Comment je fais pour savoir qui contacter? Toi, comment est-ce que tu as défini ta méthode de travail Ouais. sur cette prospection? Eh ben, au départ, au tout départ, j'avais pas de méthode. Et après, comme je te l'ai dit, j'étais plus dans un modèle où je contactais des agences. Et puis après, le mode dans lequel je suis actuellement, c'est bah, d'aller voir aller démarcher, aller prospecter des entreprises en direct. Où je me pose aujourd'hui deux questions. On parlait tout à l'heure pourquoi je suis venue du freelance et moi je réponds pour avoir plus de choix et de qualité, de diversité dans l'émission. Avant d'aller prospecter, je me pose deux questions, c'est-à-dire avec quelle entreprise j'aurais envie de travailler. Donc aujourd'hui, il y a des entreprises dans des secteurs, donc la tech, la cybersécurité, la sensibilisation des salariés à la cybersécurité, tout ça sont des secteurs qui m'intéressent. Donc je cherche des entreprises dans ces secteurs-là. Et puis, deuxième condition, c'est est-ce que ces entreprises, elles sont déjà engagées dans une stratégie de création de contenu pour elles, pour se rendre visibles? Donc soit c'est non, et là j'ai pas envie d'aller prospecter parce que j'ai pas envie d'aller construire une stratégie de A à Z et partir de zéro. Certains aiment ça, moi c'est pas ce que je propose. Donc si je vois en revanche que l'entreprise a déjà des contenus, pas mal de contenus, mais que peut-être je sais pas, le dernier article date d'il y a 2 mois, je me dis ah là c'est peut-être un signal que la personne elle a envie d'en faire, Pas mais forcément. elle n'a pas le temps ou elle n'a pas encore constitué son équipe de freelance, etc. Et donc là, bah, je peux y aller, ça m'envoie des bons signaux me disant que je peux y aller. Ou alors, si par exemple, il y a plein de ressources, je me dis, c'est obligé que ce soit externalisé, ils peuvent pas tout faire en interne parce qu'il y a trop de contenu, des contenus hyper quali, et là, ils sont peut-être toujours en recherche qu'il y a un nouveau freelance qui rejoint l'équipe parce que les équipes, parfois, ça bouge, etc., etc. Donc voilà. Et en plus, la prospection me plaît parce que quand je prospecte, j'ai pas l'impression de perdre mon temps. C'est-à-dire que je découvre, en fait, quand je prospecte, j'affine ma connaissance du secteur quelque part, du secteur dans lequel j'ai envie de m'insérer professionnellement. Je découvre des nouvelles entreprises, des nouvelles solutions techniques que je connaissais pas. Je m'abonne j'ajoute des nouvelles personnes sur LinkedIn, etc., etc. Donc quelque part, la prospection, elle enrichit quelque part mon savoir sur le sujet et m'ouvre à de nouvelles solutions, de nouvelles problématiques, etc., etc. Donc c'est tout bénef quelque part. Je dis pas qu'il faut passer des journées entières à prospecter, mais mais en tout cas, ça peut être intégré sans problème dans ma veille, la veille de mon secteur. D'accord, oui, je comprends, ça a plusieurs bénéfices. Mais Mm. je vois deux choses hyper intéressantes dans ce que tu dis, c'est que déjà pour définir ta méthode et savoir qui tu vas contacter, le fait que tu aies choisi un secteur de spécialisation, bah, ça t'aide beaucoup parce que du coup, il n'y a pas des millions d'entreprises, tu te focalises sur ceci. Et la deuxième chose, c'est que même à l'intérieur de ce secteur, tu contactes pas n'importe qui. Tu as identifié qu'il y a certaines entreprises qui ont déjà conscience de l'importance du contenu et tout ça que tu vas convaincre plus facilement parce que tu n'as pas besoin de leur expliquer en quoi les services que tu proposes peuvent leur apporter des résultats. Donc Mm. j'ai l'impression que tu fais un travail hyper rigoureux de segmentation pour pas contacter n'importe qui. Forcément, tu es sur des gens qui sont plus susceptibles de te répondre et d'être intéressés par ce que tu proposes. Mm. Bah, c'est ça. Et plusieurs fois, les gens m'ont dit, mais ouais, puis on est épuisé de produire des contenus. Là, on commence à être un peu sec. Sur ce sujet-là, on a fait le tour, nous, on ne peut plus produire. Enfin, quelque part, enfin, tous les métiers sont exigeants, mais écrire aussi est quand même particulièrement exigeant. Et oui, on peut se lasser d'un sujet, etc. Donc parfois, les gens me disent, mais ouais, ça me soulage parce que j'en pouvais plus de ce sujet-là ou de ce client-là. Enfin, pour diverses raisons, pour des raisons que bah, le sujet parfois est complexe. Mais moi, comme c'est des sujets qui me plaisent et ça fait pas non plus 20 ans que je suis dessus, bah, ça reste stimulant intellectuellement. Donc ouais, parfois, j'ai l'impression de soulager les gens, soit qui n'ont pas le temps, soit qui n'ont plus l'envie Perdu ou qui ont l'inspiration. ouais, ou d'autres priorités actuellement. J'ai pas l'impression d'importuner les gens dans la mesure où quelque part je me dis, bah voilà, peut-être que je vois que vous avez un blog qui est déjà assez quali, fourni, mais peut-être que vous auriez besoin de renfort.
pour produire plus ou mieux ou différemment, etc. Donc, je me mets dans une posture où je me dis, je vais pas importuner la personne, mais plutôt essayer de la soulager. Parce que le mal de notre siècle, c'est un peu, j'ai pas le temps, je veux, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc, en fait, moi, j'en ai du temps. Vous pouvez me demander d'écrire. Et cette méthode-là que tu utilises et qui te permet de trouver tes clients, est-ce que tu l'as améliorée depuis à peu près un an que tu l'utilises? Ouais, je l'ai amélioré sur trois points, mais en fait beaucoup en étant sur LinkedIn et en voyant comment les autres font. Parce que l'une des erreurs, comme je disais tout à l'heure, je pensais que la prospection, ce serait que les premières semaines, les premiers mois d'activité. Et en fait, il faut en faire régulièrement et surtout en faire, ce qu'au départ je ne faisais pas, même quand on a plein de commandes et que tout roule, etc. Parce qu'en fait, ça peut mettre du temps aussi à Mm. s'enclencher et à avoir des réponses, etc. Ou parfois les gens disent bah là, j'ai pas de besoin, mais je reviendrai vers vous. Donc on se dit bon, la personne reviendra ou elle reviendra pas vers moi, mais parfois les personnes reviennent et du coup, tu peux pas dire ah ben non, je vous avais contacté il y a 2 mois parce que j'avais pas trop de clients, mais maintenant j'en ai plein, donc je peux pas vous prendre. Enfin, c'est aussi toujours le juste équilibre entre être ni trop chargé ni pas assez. Donc en fait, le mieux, ça reste quand même de prospecter régulièrement. Et j'ai vu des gens qui disaient, mais mettez-vous en contact chaque jour avec une nouvelle personne ou une nouvelle entreprise. Et j'ai trouvé ce conseil hyper bien et j'essaye de le faire moi-même. Alors après, parfois c'est pas une fois par jour, mais ça va être 5 personnes le même jour, mais au moins dans la semaine, j'aurais eu mon nom, enfin, tu vois. T'as respecté Mais en ton... tout cas, l'idée, c'est d'essayer d'être, en termes de fréquence, d'essayer d'être régulier tout le temps, même quand tout roule et qu'on a plein de choses à faire. Parce que peut-être que ça ne durera pas et qu'il faut anticiper. Donc ça, c'est ce que j'essaye de faire. Le deuxième point, c'est d'essayer d'avoir un fichier Excel où je suis mes demandes. Donc je mets la date, le nom de la personne contactée, l'entreprise, le blog d'entreprise, etc. Et puis la réponse que j'ai, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut plus se souvenir de qui on a contacté, quand, de quelle manière, via quel canal. Ça faisait beaucoup. Donc voilà, c'est un fichier Excel à ma sauce, mais au moins je sais que j'ai contacté telle personne tel jour par Ouais, tu LinkedIn ou délègues par cette mail. chose-là pour qu'elle soit plus dans ton cerveau. Bah oui, et puis parfois il y a vraiment des gens qui se réveillent tard. Donc voilà, me souvenir que je les ai contactés à telle époque, etc. Ça peut être bien. Et puis ça me permet aussi de me dire, bah, telle personne m'a dit de le recontacter à telle période et de pas oublier de recontacter les gens, quoi. Et Et justement, pour toi, Excel, c'est la solution qui te convient le mieux. Tu t'es pas dit, je vais essayer de mettre en place un CRM, même assez simple. franchement, j'en suis pas là, mais j'ai rien contre qu'on me souffle un outil ou un template, que sais-je, pour changer. Ouais, je suis pas spécialement fan d'Excel en fait, mais au moins ça me permettait, enfin, c'était déjà une première étape pour que le suivi soit soit beaucoup plus carré, quoi, Ouais, pour bah, ressembler à moi j'ai quelque commencé chose. avec Excel et puis je suis passée sur HubSpot, la version gratuite pour les freelances, elle est top. Et Ah ouais? justement, ça te permet de mettre des tâches à une date ultérieure, genre tu as dit à ton prospect, je vous recontacte dans 3 mois. Bah, 3 mois après, tu as un petit mail dans ta boîte qui dit, oh, il faut que tu recontactes telle personne. Et je trouve que c'est un gros gain de temps, ça professionnalise bien les aspects commerciaux de nos activités, alors que c'est vrai que c'est pas toujours la priorité du moment. Ouais, ouais, bah écoute, top, ça peut peut-être même permettre de passer encore au niveau au-dessus en termes Peut-être. de prospection. Et puis mon troisième point d'amélioration dans ma prospection, c'est que j'utilisais beaucoup, beaucoup LinkedIn, mais en fait, même moi qui donc vais démarcher des content managers dans des secteurs très connectés ou des responsables marketing dans la cybersécurité, etc., ben, il y a quand même des personnes qui vont pas sur LinkedIn tous les jours, ni même toutes les semaines. Parfois, j'ai des demandes de connexion qui restent en attente longtemps, même si même, tu vois, je personnalisais, je mettais une note, expliquais pourquoi. Et déjà, il y a donc ce que je viens de dire, le premier point, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas réguliers sur LinkedIn. Et aussi, parfois, j'ai envie de mettre des exemples de réalisation, etc. Et la section notes dans LinkedIn de la demande de connexion, parfois, elle était trop courte. C'est vrai que c'est Donc réduit. maintenant, j'essaye, quand je peux, plutôt d'aller utiliser LinkedIn pour trouver la personne, son nom, prénom et sa fonction dans l'entreprise que j'ai envie de démarcher. Mais je vais plutôt utiliser un outil type Hunter pour aller chercher l'adresse mail de la personne.
parce que j'ai plus de certitude qu'elle contacte ses mails que LinkedIn, en fait. C'est vrai. Avec l'inconvénient que parfois aussi on peut tomber dans les spams, mais bon, voilà. Donc C'est un risque à prendre. j'essaye de compléter voilà, à la fois LinkedIn et puis aussi, voyant que j'avais pas mal de demandes de connexion qui restaient dans les limbes, je me suis dit, je vais aussi essayer de contacter les personnes par mail. Ok, ouais, c'est bien. Donc, tu as juste en fonction de ce que tu constates. Et quand tu contactes les prospects qui te connaissent pas, est-ce que parfois ils te donnent l'impression que tu les déranges, que tu les importunes? Parce que c'est une grosse crainte, ça, chez les freelances. Non, ben, non, parce que comme je disais, j'essaye de pas être. Bah, j'essaye d'être soft, en fait, de pas faire du forcing, d'essayer de répondre, de décrire que quand je vois qu'il y a un besoin, etc. Après, si les gens sont importunés, ben, qu'ils me répondent pas et j'aurais compris le message. Moi, je me positionne en me disant, bah voilà, je vous propose du renfort en écriture, donc à partir du moment où je propose de soulager les gens ils ont moins de chances d'être importunés finalement. Et là, tu viens de soulever un point hyper intéressant qu'on n'a pas encore abordé. Tu m'as dit, s'ils me répondent pas, je comprends le message. Est-ce que ça veut dire que tu fais jamais de relance? T'envoies un message et t'en Bah, restes. franchement, si j'ai pas de réponse, non, ça veut dire que c'est peut-être pas le bon moment ou ils ont zéro besoin. Je relance pas quand il n'y a pas eu un premier contact. Mais s'il y a déjà eu un premier contact, que la personne m'a dit ah ouais, pourquoi pas, je veux bien voir des exemples d'articles, je vais regarder tout ça. Là, oui, là, je relance parce que la personne a manifesté un intérêt. Mais si au départ, suite à mon premier contact, il n'y a pas de réponse, là, non, je vais pas relancer. Ok, c'est intéressant de savoir ça. Et par rapport à, par exemple, aux plateformes de freelance, où souvent on voit que un prospect contacte 2, 3, 4 freelances pour une seule mission, puis il va comparer. Est-ce que toi, tu as l'impression que c'est plus facile de convertir les prospects que tu as trouvés par la prospection, parce que justement, il y a moins de concurrence ou pas forcément? Alors moi, j'ai pas de chiffres sur le sujet. C'est pas parce que moi je démarche qu'il n'y a pas d'autres gens qui le font au même moment. Euh, En tous les cas, moi, je me sens moins en concurrence parce que déjà, je suis unique dans ma manière de contacter les personnes à l'instant T. Après, c'est mon ressenti. Il y a peut-être de la concurrence aussi dans ma manière de prospecter, mais je dirais qu'elle est plus diluée dans le temps. À la différence où sur une plateforme, le client va avoir une mission précise et il va peut-être contacter 15 personnes. Moi, si je contacte une personne, on est peut-être 15 à le faire, mais peut-être 15 sur un an, pas 15 autour d'une Oui, même pas 15 en mission. même temps. Voilà, Ouais. du coup, j'ai l'impression que peut-être la concurrence, elle est mieux répartie, peut-être. Et aujourd'hui, quand tu contactes un inconnu pour lui proposer tes services, c'est quoi qui est le plus difficile pour toi? C'est de savoir quoi écrire, de se dire peut-être qu'il va pas me répondre. Oui, c'est de me dire, bah, j'ai trouvé un créneau super intéressant, une entreprise, ça m'intéresse énormément d'écrire pour eux. Je vois qu'ils ont besoin de renfort pour que leurs blogs soient encore plus au top, de trouver la bonne personne et me dire, bah, peut-être qu'elle ne me répondra pas, en fait, parce que bah, c'est ça, ouais, c'est ça. Le plus difficile, c'est l'incertitude de la réponse. Mais autant au début, vraiment, c'était difficile de me dire, mais j'ai trop envie de travailler pour cette entreprise sur tel sujet qui traite, ça va être génial. Et j'ai pas de réponse, bah, c'était vraiment compliqué. Et maintenant, plus j'avance dans le secteur qui est mon secteur de prédilection, plus je vois le travail qu'il y a à mener et plus je me dis, mais bon, c'est pas cette opportunité-là, mais il y en a trois derrière, en fait. C'est pas grave. J'ai eu des belles collaborations que j'aurais aimé faire et qui n'ont pas vu le jour, mais j'en ai eu des superbes derrière, en fait. Donc, je dis pas patienter un jour, ça viendra, sachez attendre, mais je dis juste que il y a plein d'opportunités. En fait, j'en ai jamais vu autant que depuis que je suis à mon compte. Les projets qu'il y a partout, les besoins, les missions, il y a des super trucs à faire dans plein d'endroits. Donc, si c'est pas cette opportunité-là, ce sera une autre, quoi. Et en fait, parfois, certains le disent, alors je peux pas le dire avec certitude, mais il y a quand même une histoire de cycle, quoi, j'ai l'impression, en freelance. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Euh, donc, si c'est pas cette opportunité-là, ben, ce sera une autre demain, en fait. Il y a plein d'entreprises qui font des choses intéressantes et des choses pour lesquelles
on est fiers d'apporter notre pierre à l'édifice, donc c'est pas grave. Faut continuer, en fait, c'est ça. Tout faire et C'est travailler avec tout le monde, de toute façon. Non, c'est ça, c'est ça. Bah, Faut... super. Et aujourd'hui, tu dirais que la prospection, c'est facile pour toi? Facile, facile, non. Mais je peux dire que je trouve que c'est plutôt simple à mettre en place quand on démarre une activité parce que il n'y a pas forcément besoin de budget, c'est du temps à y consacrer, mais quand on démarre, on a du temps. Donc facile, non. En tous les cas, est-ce que je trouve ça pas déplaisant, voire même limite agréable parce Pas que j'ai un déplaisant, fait. c'est pas mal Non, ça. vraiment pas déplaisant. Parce que moi, c'est hyper stimulant. Je me dis, bah, je vais contacter telle entreprise et peut-être dans 2 mois, bah, je serai sur un super projet qui va me plaire. Je découvre plein de nouvelles entreprises qui font des choses intéressantes. Donc, ouais, il y a un petit côté, j'ai vu d'autres freelances en parler sur LinkedIn, un petit côté chasse, game, qui, moi, me plaît assez. Bien qu'étant difficile, lié au fait qu'on est dans l'incertitude sur les réponses qu'on va avoir. Mais je dirais qu'en systématisant le processus, en étant régulier, en affinant son approche un petit peu comme je l'ai fait, en ayant des choses à montrer aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver avec zéro expérience. Enfin, il faut bien commencer à un moment ou à un autre, mais il faut quand même avoir des choses à montrer et ça rassure aussi quand ah mais vous travaillez avec un tel, bah oui, il est partenaire chez nous, ou etc. etc. Ça rassure donc petit à petit on se construit une, une réputation, enfin en tout cas une identité, une expérience dans le domaine et ça finit par rassurer et par porter ses fruits. Et sinon, au-delà de la prospection, il y a deux choses que je fais auxquelles j'aurais pas forcément pensé au départ. C'est parfois je vois des offres de rédacteurs ou de content manager en CDI sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes. Et quand ça m'intéresse vraiment, j'y réponds parce que je sais que parfois enfin, les recrutements peuvent être soit difficiles pour trouver la bonne personne, soit longs, très longs, et que parfois ben, les entreprises peuvent pas forcément attendre que la personne arrive en poste. Ou soit même quand il y a des personnes en poste, elles continuent à déléguer certaines missions. Donc ça, je le fais quand même. Et puis, ce que je fais aussi et qui m'a vraiment permis de trouver beaucoup de missions, c'est d'utiliser le moteur de recherche LinkedIn avec les mots-clés. En fait, je vais rechercher dans les posts qui ont été publiés, dans les posts bah, les plus récents. Je cherche rédacteur, tech, des mots-clés comme ça, et je classe par posts les plus récents, et je vais vraiment trouver beaucoup de missions. Donc là, ben, pareil, je postule, enfin, je j'écris pas à tout, mais quand ça m'intéresse, vraiment, Et puis là, tu es sûr qu'il y a un besoin actuel. c'est ça. Et là, j'ai vraiment trouvé beaucoup de missions par ce moyen-là. Ok, c'est intéressant. Ça, c'est des conseils hyper pratiques, c'est top. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup pour tous ces partages, Aline. C'est cool de voir qu'on peut prendre plaisir à faire de la prospection parce qu'il y a beaucoup de freelances qui ont hyper peur de le faire, qui savent pas comment le faire. Ce que je retiens, c'est que bah, le fait de t'être spécialisé, ça t'aide beaucoup quand même à savoir qui tu vas contacter et à leur donner confiance. Et que bah, il faut oser en fait, hein. Donc bah, merci beaucoup pour toute ton expérience, tous ces conseils que tu partages. Avec plaisir. Plein de bonnes astuces à reprendre et c'est hyper inspirant en tout cas pour les freelances là, qui démarrent ou qui sont en creux. N'hésitez pas à prospecter, donc vraiment en sachant à qui vous allez vous adresser, pas juste le secteur, mais voilà, des typologies d'entreprises qui sont à certains stades. Et puis bon, il faut toujours multiplier les canaux de contact, donc il y a plein de choses à faire, la prospection directe, il y a les sites d'annonces, hein, un CDI, un CDD, ça peut déboucher sur une mission. Et puis les plateformes, on les a évoquées brièvement, n'hésitez pas non plus. Sur mon site, j'ai une liste avec 40 plateformes de freelance sur lesquelles vous pouvez vous inscrire, donc n'hésitez pas à la télécharger, ça vous fera gagner du temps. Et puis, bah voilà, la prospection, c'est le moyen d'avoir des clients sur le court terme. Donc, quand on démarre, pour vite lancer la machine, c'est vraiment une bonne méthode, quoi. Donc, allez-y, il n'y a plus qu'à. Et puis, bah, merci beaucoup, Aline, pour tous ces bons conseils que tu nous as partagés et qui vont, je suis sûre, aider beaucoup de monde. Ben, je l'espère vraiment. Et puis, je sais que le sujet intéresse parce que quand j'en parle, j'ai
des freelances qui viennent de se lancer ou même qui hésitent à se lancer qui me parlent du sujet. Et évidemment, c'est sans prospection, enfin sans mission, pas d'activité, C'est ça, pas d'activité, pas d'argent. Donc effectivement, c'est un peu de là que tout vient, de trouver les premières missions. Donc ça préoccupe pas mal de gens. exactement. Et ben merci beaucoup. Et Merci. puis bon courage à tous ceux qui vont se lancer dans la prospection.